Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Situation toujours tendue en Corse. Plusieurs personnes ont bravé l'interdiction préfectorale et se sont rassemblées cet après-midi dans le quartier où les incidents ont éclaté voilà maintenant 3 jours. Pendant ce temps-là, l'enquête sur l'agression des pompiers et du policier progresse. 2 personnes sont en garde à vue. On fera le point dans un instant avec notre envoyé spécial. Les 2 roues vont officiellement pouvoir circuler entre les voitures. L'expérimentation doit débuter le 1er février dans certains départements après une importante campagne de sensibilisation menée auprès des automobilistes et des motards. Dans ce journal, nous reviendrons également sur la question de la déchéance de nationalité qui continue de diviser à gauche. Après Benoît Hamon et Julien Drey, Jean-Marc Ayrault, à son tour cet après-midi, affiche publiquement son opposition. Le nord de l'Angleterre, toujours sous les trompes d'eau, des inondations importantes qui contrastent avec la douceur dans notre pays. 2 phénomènes climatiques plus liés qu'il n'y paraît. On verra ça avec Tania Young. Nous irons ensuite à la découverte du parc aquatique qui vient d'ouvrir ses portes à Courchevel, des infrastructures tendances et qui séduisent de plus en plus de touristes, surtout comme lorsque la neige vient à manquer. Enfin, l'invité de ce 20h, il dirige le restaurant gastronomique du Georges V. En quête d'une 3e étoile au guide Michelin, le chef Christian Lesquer nous a ouvert ses portes de ses cuisines et va nous donner quelques conseils avant le réveillon. L'enquête s'accélère en Corse. 3 jours après l'agression des pompiers et du policier, 2 hommes sont désormais placés en garde à vue. On va en reparler dans un instant avec notre envoyé spécial. Mais d'abord, regardez ce qui s'est passé cet après-midi à Ajaccio où plusieurs personnes sont venus manifester, et ce malgré l'interdiction préfectorale. Claire Colnet avec Alexandre Lepinet. En début d'après-midi, un homme a été interpellé dans le quartier des Jardins de l'Empereur à Ajaccio. Âgé d'une vingtaine d'années, les enquêteurs le soupçonnent d'avoir participé à l'agression de pompiers et de policiers survenus ici pendant la nuit de Noël. Quelques heures plus tard, un autre homme s'est rendu de lui-même au commissariat. Tous 2 sont actuellement en garde à vue. Une enquête qui progresse, mais pas assez vite pour ces manifestants. Ils se sont rassemblés malgré l'interdiction préfectorale, bloqués en bas du quartier par cette grille posée par les forces de l'ordre. On nous empêche de manifester, on nous empêche d'aller voir des gens qui tirent des cailloux, qui agressent des pompiers alors qu'ils sauvent nos vies. Empêchés d'avancer, le cortège se dirige alors vers la préfecture, sous les applaudissements de certains riverains. Ils ne se laissent pas faire, ils essayent de montrer qu'on est là, qu'on est chez nous, qu'on est en Corse, et qu'en Corse, il faut que ça se passe normalement. Sous les fenêtres du préfet, ils accrochent le drapeau corse pour demander, disent-ils, plus de sécurité, avant d'aller marcher dans d'autres quartiers de la ville. Au jardin de l'Empereur, la salle de prière saccagée en réaction à l'agression des pompiers est toujours protégée par la gendarmerie. À l'intérieur, les membres de la communauté musulmane récupèrent ce qui peut l'être et appellent à la responsabilité de chacun. Les gens qui ont agressé les pompiers et les policiers, il faut les punir. On est contre ces actes de violence, on est contre tout acte de violence. Mais ça ne justifie pas d'aller vandaliser, casser une salle de prière. Ce soir, le quartier restera bouclé par les forces de l'ordre pour éviter de nouveaux incidents. Et en direct d'Ajaccio, nous retrouvons Florian Litzler. Bonsoir Florian, que savez-vous précisément sur ces 2 hommes actuellement interrogés par les enquêteurs ? Eh bien, on sait ce soir que ces 2 hommes étaient des habitants justement de ce quartier des Jardins de l'Empereur. Le premier à 18 ans, le deuxième à 19 ans. Et les enquêteurs cherchent ce soir à savoir quel rôle ils ont pu jouer dans l'agression des pompiers survenue pendant la nuit de Noël du 24 au 25 décembre. Agression, on le rappelle, à laquelle ont pris part une vingtaine de personnes. Alors le premier a été arrêté vers 13h, justement dans la cité des Jardins de l'Empereur. Il ne s'est pas défendu, l'arrestation s'est déroulée sans violence. Le deuxième s'est rendu plus tard dans l'après-midi de lui-même à la police. Et plus d'informations sur l'enquête seront données par le procureur dans la soirée. Il va tenir une conférence de presse à 21h30 et on en saura donc davantage à ce moment-là. Merci beaucoup Florian. Les 2 roues officiellement autorisées à remonter les fils de voiture. Cette pratique se fera sous certaines conditions et surtout après une importante campagne de sensibilisation. Début de l'expérimentation le 1er février dans plusieurs départements. Anthony Joly avec Muriel Lassaga et Stéphane Guillemot. Si vous êtes motard, vous vous êtes déjà forcément laissé tenter.
Doubler la voiture par la droite, remonter entre les fils. Une pratique souvent tolérée par les forces de l'ordre, mais jusqu'alors illégale. À partir du 1er février, la circulation interfile sera expérimentée sur certaines routes. Une mesure attendue depuis longtemps par les deux roues. Tant mieux si ça légalise, parce qu'au moins on risque pas de tomber des fois sur des policiers qui nous arrêteront pour ça. Mais c'est quelque chose qui se fait couramment aujourd'hui sur Paris. Quand vous avez un accident, après, c'est vrai qu'on sera peut-être plus protégé au niveau assurance. Le décret autorise la remontée de fil en cas de bouchon, sur les routes où la vitesse maximale est supérieure à 70 km/h, comme les rocades ou les autoroutes. Des chaussées d'au moins 2 voies, séparées par un terre-plein central. Les motards ne devront pas dépasser 50 km/h, une mesure qui ne concerne que quelques départements, ceux de l'Île-de-France, les Bouches-du-Rhône, le Rhône et la Gironde, là où la circulation est particulièrement dense. Dans ces zones, les 2 et 4 roues seront sensibilisés grâce à des campagnes d'information. Une victoire pour la principale association de motards. Ce genre de pratique n'est pas génératrice d'accidents et surtout à partir du moment où les automobilistes vont savoir comment se comportent nos roues motorisées sur la route, ils vont y faire plus attention, faire attention à leur rétroviseur, faire attention à leur clignotant quand ils vont changer de fil. Si les motards sont satisfaits, les automobilistes, eux, ont quelques inquiétudes. Rouler à 50 km/h alors que les voitures sont pratiquement à l'arrêt, ça fait un différentiel dangereux avec les voitures qui changent de fil toujours. L'expérimentation va durer 4 ans. Elle pourra prendre fin dès les premiers mois si les accidents impliquant les motards sont trop nombreux. Je vous le disais dans les titres, la question de la déchéance de nationalité inscrite dans la révision constitutionnelle continue de diviser à gauche. Après Martine Aubry, Anne Hidalgo, Julien Drey et Benoît Hamon, c'est donc l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault qui s'est publiquement opposé à ce projet cet après-midi. Jean-Baptiste Marteau avec Magali Boissin. Il était resté jusque-là silencieux. Jean-Marc Ayrault rejoint à son tour le clan des opposants à la déchéance de nationalité. En écho aux propos de son successeur à Matignon, l'ancien Premier ministre s'exprime sur Twitter, appelant à ne pas diviser la France davantage. Et la liste des opposants à cette réforme de la Constitution s'allonge de jour en jour. Julien Drey ce matin, après Cécile Duflot, Anne Hidalgo, Martine Aubry ou encore Arnaud Montebourg cette semaine. Pour l'ancien ministre Benoît Hamon, il s'agit là d'un tournant dans le quinquennat. Cette proposition est une proposition historique de l'extrême droite. Ce n'est pas une proposition qui vient de la droite, ce n'est pas une proposition qui vient de la gauche. Historiquement, elle vient de l'extrême droite, du bloc identitaire, du Front National, et elle vise à instaurer le principe selon lequel il y aurait 2 catégories de citoyens français. Et certains élus locaux vont au-delà des mots. Ténor du PS en Gironde depuis près de 40 ans, Jean-Marie Darmian préfère se mettre en congé du Parti socialiste afin, dit-il, de pouvoir se regarder dans la glace. Je suis au bord de la rupture parce que je pense qu'actuellement on est dans une situation grave par rapport au droit du sol, qui est un droit fondateur de la République française dont j'ai été bénéficiaire en tant qu'immigré et fils d'immigrés italiens. S'il n'y avait pas eu le droit du sol, je n'aurais pas existé. Face à ces critiques, Manuel Valls répond fermement dans le journal du dimanche. Une partie de la gauche s'égare au nom de grandes valeurs en oubliant le contexte, notre état de guerre. La détermination est totale, nous irons jusqu'au bout. Dans ce contexte et après un mois de silence, François Hollande sera très attendu jeudi à 20h lors de ses vœux aux Français. Les fêtes de fin d'année, une période cruciale pour les ostréiculteurs qui réalisent entre 40 et 60% de leur chiffre d'affaires. Ces professionnels sont aujourd'hui confrontés à la recrudescence du vol d'huîtres dans les parcs. Dans les Côtes-d'Armor, la gendarmerie emploie les grands moyens, un dispositif de surveillance aérienne. Voyez le reportage de Valérie Hortel et Gabriel Camilla dans la baie de Cancale. C'est un trésor qui s'étire sur 20 km de côte. Des parcs à huîtres à perte de vue. La baie de Cancale. C'est ici que l'on trouve ce bonbon iodé au petit goût de noisette. Elles sont bonnes ? Très bonnes. Les huîtres. Ici, dans la région, on en produit 5000 tonnes par an, vendues entre 5 et 15 € la douzaine. De quoi faire des envieux. Il y a quelques années, pendant les fêtes, cet ostréiculteur a eu une mauvaise surprise. Il y a 5 ans, on s'est fait voler l'équivalent de 5 tonnes d'huîtres en dépôt à Cancale. Donc ça représente à peu près 5 fois la palette là. Pour décourager les voleurs, la gendarmerie a mis les moyens. Des patrouilles en hélicoptère. Grâce à cette caméra de surveillance, elle repère tous les mouvements au sol. Là, donc, on regarde voir s'il n'y a pas des personnes suspectes qui sont dans les parcs à huîtres et qui n'ont rien à y faire.
Ces pêcheurs à pied intriguent les gendarmes. Je trouve qu'il en a beaucoup là, celui qu'on vient de voir. Là. Ouais, on peut aller là-bas ? Ouais. Oui. Et si vous avez possibilité d'appeler la patrouille en voiture. Ils seront interceptés sur la plage. Ils sont 2. Dans leur sac, une vingtaine de kilos d'huîtres. Des plates. Celles qui se vendent le plus cher, c'est plus que ce qui est permis. Ah bah c'est pas bien. Ouais. Ah bon ? C'est interdit. Vous êtes sur des concessions là. Pas d'amende pour cette fois. Les pêcheurs sont priés de tout remettre à l'eau. Ici à Cancale, certains parcs à huîtres sont installés tout près de la côte, juste en contrebas de la ville. Il n'y a donc pas besoin de bateau pour y accéder. Et les poches d'huîtres sont attachées par un simple élastique. Elles sont donc très faciles à voler. Dans les parcs, les ostréiculteurs méfiants ont un œil sur les promeneurs, jusqu'à ce que la mer remonte. On est pris pour cible de toute façon à ces périodes-là. Il n'y a rien à faire. Elles sont à l'extérieur, donc c'est la marée qui nous protège. La gendarmerie veille aussi sur ces hangars. À l'intérieur, des commandes prêtes à partir. Il y en a pour une petite fortune. Ça sécurise quand même. Aux périodes de fête, on sait que c'est tentant de prendre des huîtres pour les revendre à la sauvette. Les plus recherchés, ces produits d'exception. Là, on a des pièces qui peuvent aller jusqu'à entre 10 et 15 euros la pièce sur un marché. Ah, ça peut être très prisé des voleurs, mais comme on n'en a pas beaucoup, on les cache bien. La nuit, les producteurs d'huîtres font appel à des vigiles pour veiller sur leur stock. Vous en avez encore pour longtemps ? Ah, c'est bon, ok, nickel. On tourne, on vérifie qu'il n'y ait pas d'intrusion. Il y aura des huîtres pour le 1er de l'an. Le trésor de Cancale est sous bonne garde. Venons-en maintenant à cette tornade particulièrement violente qui a frappé le nord du Texas la nuit dernière. Il y a 11 morts ainsi que de nombreux blessés. Les dégâts sont également très importants, un phénomène largement filmé par les chasseurs de tornades. Lubna Anaki. À chaque éclair qui transperce le ciel, elle apparaît, menaçante. Sur l'autoroute, filmée ici de près par des chasseurs de tornades non loin de Dallas, un tourbillon monumental. Oh mon Dieu, elle est immense! La tornade a frappé le nord du Texas hier soir. Des vents violents, des pluies torrentielles. 11 personnes sont mortes, la plupart dans leur véhicule. En seulement quelques secondes, des quartiers entiers ont été ravagés. Je n'arrive pas à y croire. Tous ces dégâts en seulement 30 secondes. J'ai l'impression que ça a duré toute une vie. C'est horrible. C'était comme si plein de trains fonçaient sur nous. C'était très effrayant pour nous tous. Depuis 5 jours, le Texas, mais aussi les États voisins du sud des États-Unis, ont été frappés par plusieurs tornades. Le bilan est de 29 morts et des dizaines de blessés. Des phénomènes qui perturbent également les liaisons aériennes. 400 vols annulés pendant les fêtes. Et d'autres tornades sont annoncées pour les prochains jours. Autre phénomène climatique lourd de conséquences, les pluies diluviennes qui s'abattent depuis plusieurs jours maintenant sur le nord de l'Angleterre. Anne-Charlotte Iné, bonsoir, il n'y a pas de victimes, mais les inondations sont importantes. C'est surtout la pluie continue de tomber. Oui, dans le York, dans le Lancashire, il continue de pleuvoir des cordes. L'équivalent d'un mois de précipitation est tombé hier. Même chose aujourd'hui, si bien que par endroits, certains dispositifs anti-inondation ont tout simplement cédé. Les autorités redoutent désormais que cela ne continue dans les prochains jours, ce qui viendrait aggraver une situation déjà sans précédent ici au Royaume-Uni, comme vous allez le constater dans ce sujet réalisé avec Laura Calmus. À l'intérieur de ce 4x4 dont seul le toit émerge encore, les secouristes ont aperçu quelqu'un. Ils font sauter la vitre. Et quelques minutes plus tard, extirpent à bout de bras cet homme âgé. Hébété mais sain et sauf, le pire a été évité. Jamais le nord de l'Angleterre n'avait connu de telles inondations. Des villes entières submergées. Des centaines d'habitants pris au piège qu'il a fallu évacués en urgence. Par endroits, les digues autour des rivières ont lâché. Pour le Premier ministre britannique, pas de doute, c'est le réchauffement climatique qui est en cause.
Nous faisons face à de plus en plus d'épisodes météo intenses, d'inondations. Ce qui était exceptionnel et n'arrivait qu'une fois par siècle semble arriver de plus en plus régulièrement. L'armée a été appelée en renfort et va envoyer davantage de troupes, notamment dans le York et le Lancashire, où l'alerte rouge est maintenue et où chacun tente de contenir la montée des eaux avec les moyens du bord. Il y a à peine un mois, des inondations monstres avaient déjà frappé le nord-ouest dans une île où 1 logement sur 5 est menacé par les inondations. Voilà pour la situation dans le nord de l'Angleterre. Pendant ce temps-là, en France, eh bien, on bat des records de douceur. Tania Young, bonsoir. La situation météorologique semble figée. Que se passe-t-il, Tania ? Mais oui, la situation est bloquée complètement. On a un vaste anticyclone, le voici, vous voyez, qui occupe toute la Méditerranée et il bloque les perturbations. Normalement, ces perturbations, elles devraient entrer en France. Eh bien, elles sont rejetées et où ? Sur les îles britanniques qui, elles, se retrouvent sous les eaux. Et en France, la situation est inversée, toujours du fait de cet anticyclone. Nous, on a un temps sec. Il est tombé seulement le quart des précipitations habituelles. Beaucoup de soleil et puis des températures très très douces. L'excédent par rapport à la normale du mois de décembre est de 4 degrés, c'est énorme. Ouais, enfin, on est quand même en hiver, donc est-ce que ça va durer, Tania ? Ça devrait changer, ça devrait changer. Avec la nouvelle année en plus, on prévoit que l'anticyclone se rétracte. Il devrait laisser passer les perturbations, de l'air plus frais et donc il devrait enfin neiger sur ces montagnes, vous voyez, et sur l'ensemble des massifs français. Et on vous retrouve tout à l'heure pour un point météo complet. Merci beaucoup. Une douceur qui vous perturbe peut-être le matin au moment de vous habiller, pull, doudoune ou bien un vêtement un petit peu plus léger. Savez-vous combien nous dépensons d'argent chaque année pour nous vêtir ? Et qui sont les plus dépensiers, les hommes ou les femmes ? Voici quelques réponses apportées par Karine Komadzi et Nathanaël Brun à ces nombreuses questions et vous risquez d'être surpris. Les Français consacrent seulement 3% de leur budget pour les vêtements. C'est 5 fois moins que pour la nourriture et 3 fois moins que pour la culture. Dans la famille, les enfants s'en tirent plutôt bien, 377 € par an. Un peu plus que leur papa, 338 €, mais beaucoup moins que leur jolie maman, 545 € par an. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui dépense le plus. Eh bien, entre 30 et 40 ans, ce sont les hommes. 450 € par an contre 410 pour les femmes. Le shopping a changé, fini les achats compulsifs. C'est la chasse aux bonnes affaires. Plus d'un vêtement sur 2 acheté en solde ou en promo, et de plus en plus souvent sur Internet. La tendance n'est pas au glamour, mais à l'économique, à tel point que 60% des Français ont déjà acheté ou vendu d'occasion, contre 40% en 2013. Malgré tous ces efforts, 70% des femmes utilisent moins de la moitié de leur dressing. 470 000 tonnes de vêtements jetés l'an dernier, l'équivalent de 40 tours Eiffel. Et si on prenait une bonne résolution pour 2016, comme arrêter de dire « j'ai rien à me mettre ». Et au final, que deviennent tous ces vêtements usagés ? Certains les donnent, d'autres les déposent dans les conteneurs prévus à cet effet. Vous allez voir que ces habits sont tous recyclés et débutent une nouvelle vie. C'est le grand format de cette édition. Il est signé ce soir Tiffaine Piauget, Benjamin Bonte et Céline Marchand. Aujourd'hui, on en trouve partout. Des conteneurs à vêtements comme celui-ci. Ils récupèrent les habits qui ne servent plus, trop grands, trop petits ou abîmés. Mais que deviennent ces vêtements ? Beaucoup s'interrogent. Est-ce que vous savez à qui ça va ? C'est un grand mystère. Je sais pas, j'imagine que ça va vers des associations pour les gens qui en ont besoin. J'espère. Il y a justement des gens qui m'ont dit que ça partait au détritus. En réalité, ces vêtements jetés dans les conteneurs rapportent beaucoup d'argent. Ça, une entreprise un peu particulière a été la première à le comprendre. Elle possède 19 000 conteneurs sur toute la France. Le but, c'est de vider le conteneur, de prendre tous les sacs et puis tout ce qui est vrac, de le remettre en sac. Dans vos placards, ils n'ont plus de valeur. Au relais, ils donnent du travail à des centaines de personnes, uniquement en situation précaire. Avec tous les vêtements qu'on collecte, ça permet la création d'emplois de chauffeurs, bon, comme moi. Des emplois de chauffeurs, manutentionnaires, opérateurs, comme ici dans ce centre de tri du Nord-Pas-de-Calais. Dans les 19 centres de tri du relais, plus de 100 000 tonnes de textiles sont collectées chaque année. Le résultat, 108 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2014. Je suis en train de déplier le linge et par catégorie, on met dans les bacs. Alors là, je mets la laine et le cuir. D'un coup d'œil, les vêtements sont triés.
Là, c'est tout ce qui est les jeans arrachés qu'on met dans le bac. Alors là, je pose numéro 6, c'est les robes. Comment de simples tissus peuvent-ils rapporter autant d'argent? Le secret, c'est l'art du recyclage. Les vêtements en trop mauvais état vont devenir des panneaux isolants thermiques. Ici, vous trouvez cette fibre donc, qui est composée de 100% de coton recyclé, c'est-à-dire principalement des pantalons en jean ou des velours qui sont non réutilisables en l'état. Des panneaux vendus dans les grandes enseignes de bricolage. Un bémol, il coûte 10 € le mètre carré. C'est 3 fois plus cher en moyenne que la laine de verre traditionnelle, moins écologique. Tout se transforme, tout se recycle. Et même les magasins de vêtements neufs s'y mettent. Cette chaîne récupère les vieux jeans de ses clients, quelle que soit leur marque. L'intérêt, refabriquer du fil à partir des tissus pour recréer de nouveaux jeans. Je trouve ça chouette, c'est dans l'air du temps, le recyclage, donc c'est une bonne idée. Ouais. Bah, je trouve ça très bien, moi, parce qu'on met tellement de choses à la poubelle qu'actuellement, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Pour l'instant, cette stratégie n'est pas encore rentable. Ces jeans recyclés coûtent plus cher à fabriquer, mais pour l'enseigne, ce pari va finir par payer. Aujourd'hui, le cours du coton est très bas. Néanmoins, avec la raréfaction des ressources naturelles, on estime effectivement que ce cours du coton aura dans le temps tendance à remonter. Demain, je suis absolument convaincu que cette matière sera compétitive par rapport à du coton neuf et nous permettra d'avoir et le gain écologique et le gain économique. Au final, le vêtement que vous aurez déposé dans une borne de collecte aura moins d'une chance sur 10 d'être revendu tel quel en friperie et donc d'être porté par quelqu'un d'autre. L'actualité à l'étranger avec ce nouveau revers infligé au groupe État islamique après avoir perdu le contrôle d'un barrage stratégique en Syrie. Hier, l'organisation djihadiste vient de céder la ville de Ramadi à l'armée irakienne. Les derniers combattants auraient quitté les lieux après 6 jours de combats intenses. Ramadi, chef-lieu de cette province située au sud de Bagdad, était sous le contrôle de l'État islamique depuis mai dernier. C'est désormais le drapeau irakien qui flotte sur la ville. Selon un sondage relayé aujourd'hui par nos confrères du Parisien, ce conflit syrien est, après les attentats de Paris, l'événement qui vous a le plus marqué cette année avec la crise des migrants. Amaury Guibert a retrouvé la famille syrienne avec qui Franck Genozo avait traversé la Méditerranée à bord d'une embarcation de fortune. Son reportage, diffusé en septembre dernier, avait suscité une grande émotion. Aujourd'hui, Ibrahim et les siens vivent dans un camp de réfugiés en Allemagne. Regardez. C'est en Allemagne, dans une usine désaffectée transformée en camp de réfugiés, que nous avons retrouvé la trace d'Ibrahim. Ce migrant syrien avait embarqué il y a 1 mois sur cette chaloupe en piteux état, où les passeurs venaient de nous autoriser à monter. Avec lui, une 60aine de personnes qui attendaient d'embarquer depuis 24 heures. Parmi eux, une 20aine d'enfants. Ibrahim, au centre, avait été le premier à s'adresser à nous. Je suis super content de partir. J'essaye de voir si le reste de ma famille a pu monter. L'euphorie de ce départ tant attendu et tant redouté par certains. Puis, 2 heures plus tard, l'angoisse lorsque le moteur rend l'âme au milieu de la mer Égée. Bien avant que nous ne le retrouvions, Ibrahim avait vu ces images sur Facebook, relayées par beaucoup de candidats à l'exil. On était effrayés. Je n'avais pas tellement peur pour moi, mais surtout pour ma famille et pour les enfants. Finalement remorquée par un pêcheur, l'embarcation avait atteint les côtes grecques quelques heures plus tard. Nous avions alors laissé Ibrahim sur le port de Sikaminéas au terme d'une traversée éprouvante. Poser le pied sur la terre, c'était comme renaître. Nous sommes revenus de la mort. Il lui a ensuite fallu 10 jours pour rejoindre l'Allemagne, son objectif. Lui et sa famille ont déposé une demande d'asile qui devrait être acceptée d'ici 3 mois. Pour l'heure, il n'est pas autorisé à travailler mais peut circuler librement. Il pourra bientôt apprendre l'allemand et patiente dans ce camp monté à la hâte par la police, où de simples bâches délimitent un peu d'intimité pour chaque famille en attendant mieux. Beaucoup de migrants fantasmaient sur l'Allemagne, pensant qu'ils y trouveraient une grande maison, qu'on leur donnerait une belle voiture. Non, moi je savais que ce n'était pas vrai, mais je voulais juste un endroit où me sentir en sécurité, où me sentir bien accueilli.
Ibrahim a de la famille dans la région, ce qui devrait faciliter son intégration. À 22 ans, il envisage de reprendre des études de communication pour trouver du travail en Allemagne, pays différent de ce qu'il imagine. Ils ont tout le temps le sourire. Ils sourient sans arrêt. Et pour des étrangers comme nous, c'est génial, car on se sent bien accueilli et en sécurité avec eux. Mais ses pensées et ses remerciements les plus chaleureux vont à cet homme, resté sur les côtes grecques. Antonis, le pêcheur sauveteur. Nous sommes retournés le voir et depuis, chaque soir, quasiment sans exception, il ramène à bon port un bateau chargé de migrants. Récemment, j'ai ramené un type qui faisait la traversée à la nage. Il avait seulement des palmes que j'ai gardées là-bas. Juste des palmes. Et un short avec à la ceinture ses affaires, un portable et son argent. Si je n'avais pas été là, il se serait noyé, j'en suis certain. Dans le port, notre chaloupe est encore là. Un modèle de luxe, nous ont dit les gardes-côtes, sans doute récupéré sur un vieux paquebot, comme sa petite sœur, arrivée quelques heures plus tôt. Sur les hauteurs du port, une impressionnante marée de gilets et de bouées s'accumule sur cette petite île devenue la principale porte d'entrée en Europe. À suivre dans un instant notre reportage dans les cuisines d'un palace parisien. Le Georges V veut récupérer sa 3e étoile au guide Michelin et a fait appel à un spécialiste pour y arriver. Le chef Christian Lesquer est notre invité. Mais d'abord l'ouverture de parcs aquatiques en montagne. Un phénomène à la mode dans les stations de ski et qui peut s'avérer très utile lorsque, comme actuellement, la neige vient à manquer. Voyez le reportage dans les Alpes de Denis Sébastien et de Philippe Évêque. Une vague, parfaite ou presque. Short hawaïen, ambiance surfeur. Et pourtant, nous sommes à la montagne, à 1600 mètres d'altitude. Certes, c'est pas de l'océan, mais c'est quand même un très bon palliatif. Pour moi qui suis surfeur, je trouve que c'est quand même assez super. De la glisse, mais autrement, à la place ou en plus du ski. Dans les Alpes, ils sont de plus en plus nombreux. Ici à Voriaz et son ambiance tropicale. Au total, on compte aujourd'hui plus d'une vingtaine de centres aqualudiques en Savoie et Haute-Savoie. Le plus récent et l'un des plus grands, celui de Courchevel. Ça fait une belle émotion, on est bien, super. En plus, montagne et neige, ça va quoi. 10 000 mètres carrés sur plusieurs niveaux. Du surf, des plongeoires, des toboggans. Objectif bien-être et détente dans une eau à 32 degrés. Le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de neige, ça nous fait quelque chose de différent. Et même s'il y a la neige, c'est super bien de venir ici. À Courchevel, le montant de l'investissement est impressionnant, environ 70 millions d'euros. Il y a comme une concurrence et une course à l'équipement entre stations pour attirer les clients vacanciers. C'est devenu un vrai critère effectivement de choix. C'est-à-dire qu'au-delà de la dimension ski, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ma famille, avec mes amis? Autre lieu, la station des Saisies. Ici, l'équipement a coûté 15 millions. Il a ouvert il y a tout juste un an. Au pied des pistes, avec là aussi un public avant tout familial. Royal, franchement, en famille, idéal. On a fait beaucoup de ski de fond dans la journée, on a fait plus de 20 km. De pouvoir venir ici et pas forcer, se détendre, se délasser, ouais, c'est très agréable. C'est le paradoxe, venir à la montagne pour les plaisirs de la plage. Tout part d'un constat simple, le temps passé sur les pistes a beaucoup diminué. Le temps de ski est environ à peu près entre 4h et 4h30. Le reste du temps, ils profitent à la fois des restaurants et des activités. Coût de l'entrée, 22 € à Courchevel, 10 aux Saisies. Pour les stations, un pari, proposer du loisir quelle que soit la météo et donner aux clients envie de revenir, y compris l'été. Autre activité très en vogue actuellement, les jeux de piste urbains ou comment découvrir une ville de façon ludique. Une loupe, des cartes et une bonne paire de jumelles. C'est parti pour une visite étonnante et différente de certains monuments, comme ici à Paris ou encore à Bordeaux. Florence Griffon avec Camille Lemeur et Lise Itron. Alors c'est terrible, un vol a eu lieu il y a quelques instants au Grand Théâtre, donc qui se trouve juste face à vous. Une énigme policière pour découvrir Bordeaux. Voilà le programme pour ces familles. Comme souvent dans les jeux de pistes urbains, les participants viennent plutôt des alentours. Les enfants qui vivent à Bordeaux pour autant n'ont pas particulièrement visité Bordeaux. Donc ça nous permet de faire une visite sympa, ludique et culturelle. Une loupe, une carte, des jumelles. Et les jeunes sont les premiers à se lancer dans la visite, l'enquête.
Ah oui, si on peut gagner, on va gagner. Allez, on y va. Autre jeu de piste à Paris, dans le quartier du Marais. Prenez vers l'est la rue qui porte le nom de celui qui est entre autres le Saint Patron. Alors cherchez une rue avec un Saint Patron. Saint-Antoine ? Ben voilà, rue Saint-Antoine. Ces enfants commencent une balade truffée d'énigmes culturelles avec leur mère et leur grand-père. Pour 15 €, ils ont téléchargé et imprimé le guide et les questions. Cette enseigne-là, je pense qu'on doit la trouver. Je pense que c'est mieux que faire une visite guidée. Pourquoi ? Parce que je préfère, comme dit maman, découvrir par nous-mêmes. L'avantage, c'est que ces visites comprennent les lieux incontournables, comme la place des Vosges. Où est née Madame de Sévigné ? On cherche la maison où elle est née. À Bordeaux, l'enquête progresse. L'église Notre-Dame fut construite au XVIIe siècle dans un style baroque. C'est chargé, hein. Nos enquêteurs ont trouvé un premier témoin, Goya. Il leur livre des indices sur le voleur. C'est un grand homme. Par chance, il n'était pas ramé. Il y a beaucoup de bijouterie ici. Il faut absolument boucler le quartier. Ils ont encore une douzaine d'indices à trouver sous le regard de l'animatrice. Ils viennent pour ça aussi, pour se sentir accompagnés pendant leur jeu. Et si jamais aussi ils ont une question sur tel ou tel monument, on est apte à y répondre aussi, puisqu'on est guide, donc on peut tout à fait aborder l'histoire aussi pendant le jeu. Un service qui a un prix, 12 € par adulte, 6 par enfant. Notre équipe peut déjà dresser un portrait robot du voleur. Il est grand, il a une toge. Enfin, on a déjà pas mal d'indices, donc on arrive à peu près à distinguer sa silhouette. Et elle a un serpent. Après 2 heures de balade, nos enquêteurs tiennent leur suspect. Avec tous les indices qu'on a récoltés, on pense avoir trouvé qui est le voleur ou la voleuse. Qui est-ce ? Nous ne vous le révélerons pas. Bordeaux garde son mystère. Et d'ailleurs, pour eux, ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas uniquement pour trouver... Pour le jeu ? Ah bah non. Non. Aussi pour vivre un moment ensemble. 3, 2, 1, ouais. Cacahuète. À Paris aussi, le dénouement est proche. C'est la tourelle de l'hôtel Lamoignon. Ah d'accord. Et c'est quoi l'hôtel Lamoignon ? C'est la première bibliothèque publique de Paris. D'accord. Cette formule de guide imprimé a déjà séduit 20 000 joueurs, avec plus d'une dizaine de circuits possibles, rien qu'à Paris. Eux sont ravis. On a envie de revenir surtout. Il y a des endroits qui nous ont bien plu et on a envie de découvrir un peu plus. Oui, ou la même chose dans un autre quartier, pourquoi pas. C'est la clé de la réussite de ces jeux, arriver à séduire toutes les générations. Autre monument de notre patrimoine, la gastronomie bien sûr, et c'est un artiste que nous accueillons ce soir sur ce plateau, Christian Lesquer, bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez la cuisine d'un des plus célèbres palaces parisiens, le Georges V, qui vous a fixé une mission, reconquérir la 3e étoile au guide Michelin, étoile perdue en 2007. On va en parler avec vous dans un instant de cette guerre des étoiles, mais d'abord un petit détour en coulisses, là où personne ne va jamais. Lilia Melconian et Julien Pelletier vous ont suivi hier soir dans vos cuisines. Oui, exactement. On a combien de couverts ce soir ? À 2 pas des Champs-Élysées, Feuilleté de truffe. voici l'un des plus grands palaces parisiens et son restaurant 2 étoiles, le 5. Objectif fixé par ses propriétaires, une 3e étoile dès 2016. Pour ce faire, ils sont allés chercher Christian Lesquer l'année dernière, un chef exigeant. Faites-moi goûter une cuillère. Il n'y a pas assez de mayonnaise, s'il vous plaît. Ces crêpes de sarrasin ne sont pas assez colorées. Tu peux les faire un peu plus colorées, s'il te plaît ? Les 3 étoiles, il les a déjà obtenues ailleurs, dans d'autres restaurants. Alors ici, il sait exactement comment s'y prendre. Quand vous allez à 3 étoiles, je pense que vous avez des plats signature. Ça veut dire que vous commencez à avoir des plats où les gens reviennent pour vous. Des plats signature qui le suivent d'un restaurant à l'autre. Comme celui-ci, inspiré de sa Bretagne natale, des langoustines aux galettes de sarrasin. C'est un produit de grande qualité, vous vous rendez compte ? Ces langoustines avec la tête. On va mettre un petit tartare de tomates, un peu d'échalote. Comme on peut manger à la campagne, on va mettre légèrement dessus. Et puis, on va mettre ces crêpes et voilà. C'est une recette très simple, mais qui demande beaucoup d'attention, beaucoup de fraîcheur du produit. Et c'est ça la grande cuisine. Et le chef impose à ses équipes un renouvellement de sa carte en permanence, avec comme exigence la modernité et la précision. On fait beaucoup d'essais.
On fait 3 heures de recherche et développement tous les jours pour essayer d'avoir les meilleurs plats, les meilleures recettes et essayer d'atteindre le but ultime et avoir le plat parfait. Le plat parfait qui leur permettra peut-être de décrocher cette 3e étoile. Verdict dans quelques semaines. Voilà, verdict début février. Christian Lesquer, votre employeur vous a vraiment fixé cette 3e étoile comme objectif? Oui, ça fait partie du rôle d'un cuisinier, surtout quand vous êtes au Four Seasons Georges V à Paris. Je pense que vous devez travailler dans l'excellence. On a tous les outils pour aller très loin. Très loin, ça veut dire qu'on vient d'avoir une cuisine qui a été refaite à neuf. Nous avons aussi un service d'exception, une salle qui est parfaite et nous avons les meilleurs produits du terroir de France. C'est à nous, le cuisinier, de bien travailler. Alors, ils ne sont pas venus vous chercher par hasard, hein, parce que vous avez déjà décroché 3 étoiles pendant 12 ans. Récemment, vous venez d'obtenir un 19 sur 20 au Go Millau. Comment on séduit les inspecteurs du Michelin? Visiblement, vous avez la recette. Je crois que ce n'est pas la recette. On fait une recette pour le client. Et je crois qu'aujourd'hui, quand je travaille ou quand je mets une recette au point, je suis comme un parfumeur. J'essaie de créer des saveurs pour que ce plat soit parfait et surtout que c'est une création, une exclusive. Oui, mais comment on se démarque des autres tables? J'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, en gastronomie, tout a été fait. Hein. Je ne crois pas. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Alors, je prends mon cas, j'ai toujours pris l'habitude de faire des recherches et développement comme dans des grands groupes. Ça nous permet tous les matins, vous avez une équipe de 2 cuisiniers, on cherche une saveur, une cuisson, une manière de travailler qui n'est pas comme les autres. Et ça, en permanence, on fait ça tous les jours. C'est quoi les tendances, par exemple, de 2016? Vous les connaissez déjà? Alors, je m'inspire, non, je ne les connais pas, mais on va les inscrire. Vous n'allez pas me les donner, de toute façon. Non, on va les inscrire, mais ça peut être des tendances qu'on peut trouver dans la rue, c'est des tendances qu'on peut trouver dans la mode, dans les réseaux sociaux, parce que je me suis mis aussi dans les réseaux sociaux pour savoir ce qui se passait. Parce que pendant 12 ans, j'avais 3 étoiles, mais personne ne le savait, et je décide de le faire savoir. Alors, la simplicité, la qualité des produits, vous en parliez tout à l'heure dans ce reportage, c'est le secret de la réussite, même au plus haut niveau. Où est-ce que vous vous fournissez, par exemple? Dans tout le terroir français, finalement. Je crois qu'on va chercher, on va dire, nos poissons en Bretagne, mais on peut, parce que je suis breton, j'ai beaucoup de chance, mais on peut aller aussi chercher vers l'Espagne, vers Biarritz, vers là où, dans les ports de pêche, on va chercher nos truves ou partout en France. On va dire la France est vraiment un grand terroir de bons produits avec des bons agriculteurs qui travaillent pour nous. Ça peut paraître surprenant, on s'attendait à avoir des truffes dans tous vos plats, et là on a vu des crevettes, j'allais dire, pas tout à fait, mais des langoustines, et je crois que votre plat signature, c'est carrément une soupe à l'oignon. Oui, parce que lorsque je suis arrivé justement dans ce lieu qui m'a beaucoup impressionné, je me dis mais pourquoi je ne mangerais pas une soupe à l'oignon? Parce que la tradition dans les palaces, on mangeait toujours des consommés ou des gratinés à l'oignon. Et je revisitais justement la gratinée à l'oignon. Et je prends un autre exemple, on sert des spaghettis au jambon que vous avez vu mon assistant présenter tout simplement. Et je crois la grande cuisine, c'est aussi des petits produits avec des saveurs bien identiques d'un chef. Quand vous travaillez, vous allez jeter un coup d'œil en salle pour voir s'il n'y a pas un représentant du guide Michelin qui est là? Je crois que tous les clients sont le guide Michelin finalement. Il n'y a pas un client qui n'est pas un Michelin, un inspecteur du guide Michelin. Je crois qu'il faut arrêter. Je crois que si les clients sont contents, tout vient en même temps. Christian, jeudi, c'est réveillon, une soirée particulière, hein, bien sûr, pour un chef. Que vont manger les clients du 5? Je ne vais pas vous raconter ce qu'on va manger. Ça va être un menu de gala, finalement, où tout le terroir de France est venu à nous, les meilleurs produits, et ce sera fait en 10 services, il y aura 10 petits plats. Mais par contre, je peux vous donner un petit exemple de recette que vous pouvez faire à la maison, qui va être très simple. Pour le 31, allez-y. Allez, 31. Je note. Un petit velouté de châtaigne ou de marron, vous mettez quelques copeaux de parmesan, ou alors de la truffe, et vous avez la première entrée qui peut être faite. C'est complet jeudi soir? Ah, bien sûr. Oui, on a de la chance parce que nous sommes dans un lieu où on vient passer une fête, où il y a de la musique, où il y a une ambiance. Parce qu'un restaurant, au-delà de l'assiette, il faut qu'elle soit excellente, mais aussi il faut qu'il y ait une ambiance. Et je crois que dans ces palaces, ce soir-là, il y a une ambiance. Je vous embête une dernière fois avec votre 3e étoile.
le résultat, c'est dans un mois. C'est quoi la différence entre 2 étoiles comme vous aujourd'hui et la 3e étoile que vous attendez? Qu'est-ce qui va faire la différence? Si vous me permettez, je préfère revenir au mois de février pour vous expliquer. Vous pensez que vous allez la voir? Je ne sais pas. Vous savez, je suis breton. J'ai toujours peur d'être repris par la mer. Alors, on va en parler au mois de février. Voilà, Christian Mais Le Square. un restaurant 3 étoiles, c'est un restaurant où les chefs ont des plats signatures. Eh ben, on reviendra vous voir en tout cas si vous avez cette 3e étoile. Merci beaucoup Christian. Christian Le Square, chef du restaurant le Georges V à Paris, et donc le résultat des étoiles du guide Michelin début février 2016. Voilà. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo avec Tania Young, puis du cinéma avec Première étoile, avec Firmin Richard et Michel Jonas. L'information demain, c'est dès 6h30 dans Télématin. À 13h, vous retrouverez Marie-Sophie Lacaro, et à 20h, David Pujadas. Passez une très belle soirée sur notre antenne.